Alors, je passe à un autre sujet. On entend souvent parler dans le monde profane de grands architectes de l'univers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le sens un petit peu de cette phrase? Le grand architecte de l'univers, il y a peut-être bien plusieurs façons de l'imaginer. En tous les cas, pour moi, c'est une réponse rapide, simple, à une difficulté potentiellement de partage avec les autres, qui est quelle vision j'ai d'une croyance en une forme de divinité. Parce que ça touche à l'être sensible, cette question de la croyance en une forme de divinité. Et quels que soient les choix que je fais. Et potentiellement, quand en maçonnerie, on est quand même aussi un petit peu là pour, je ne vais pas dire se mettre à nu, mais il y a quelque chose comme ça, on se révèle en tout cas. Il faut être capable de se révéler sans arrière-pensée, sans crainte. Et pour pouvoir le faire, il faut que je sois certain que la personne en face de moi va accepter ce que je vais dire sans être critiqué immédiatement. Et quelque part, tous ces sujets qui sont un peu sensibles, la religion, la politique, etc., on les évacue. C'est difficile d'évacuer la religion. Oui. D'où un terme aussi englobant et généreux que grand architecte de l'univers, dans lequel chacun va y mettre ce qu'il veut, me permet précisément de se retrouver. Vous savez, une des différences qui existent entre le confucianisme et le taoïsme, c'est un petit peu ça quelque part. Dans le confucianisme, on va essayer de définir la vérité absolue. C'est quoi la vérité d'une chose? Et la vérité d'une chose, ça va me permettre de mettre les limites entre la vérité et l'erreur. Mais il se dit donc, ce que vous pensez n'est pas ce que je pense, vous êtes nécessairement dans l'erreur. Ça crée du conflit. Le confucianisme va entretenir du flou. Il va mettre une zone de flou, voire même va inviter à ne pas trop réfléchir sur la notion de vérité pour justement ne pas rentrer dans une logique de vérité-erreur. Je pense que quelque part, dans cette logique de grand architecte de l'univers, on en met un flou. Sur toutes ces zones un peu sensibles, on met un flou, ce qui permet du coup à chacun de pouvoir s'adapter à cette... Je ne sais pas si je suis clair avec ça, mais enfin... Absolument, mais c'est votre définition et elle est très bien dite. Donc, pas de politique en loge, n'est-ce pas? On ne parle pas non plus de religion en loge. Alors qu'est-ce qu'on fait en loge? De quoi parle-t-on? De ce que l'on peut savoir en tant que profane. Oui, de quoi parle-t-on? Alors on va... Du coup, ça me permet de revenir sur Oswald Wirth. C'est parfait. Oswald Wirth, dans un livre qui s'appelle La franc-maçonnerie pour ses adeptes, l'apprenti, premier tome, l'introduction. Il dit un truc, alors il est de son temps Oswald Wirth, on est au XXe siècle, début du XXe siècle, donc à une époque où la religion est très présente, et à une époque aussi où la science commence à émerger, il y a une espèce de scientisme qui s'incarne très fortement aussi. Et lui, il dit... en fait, j'ai l'impression de me trouver pris entre deux formes de prêt-à-penser. La religion, elle va vous dire, t'occupe pas, on s'occupe de ton âme, crois en Dieu, en Jésus-Christ son Fils unique, tu crois, c'est comme ça. La science va te dire, c'est démontré, ça se passe comme ça, t'occupe pas, cherche pas. Et donc je me trouve pris entre deux formes de prêt-à-penser, et moi-même, quand est-ce que je pense dans tout ça? Et la maçonnerie, justement, est cet espace qui va permettre de s'affranchir du prêt-à-penser. On va nous mettre un sujet sur la table et on va essayer de réfléchir autour de soi-même, enfin autour du sujet de soi-même. Et là où justement c'est suffisamment subtil, c'est qu'elle va pas nous dire sur un sujet donné ce qu'il faut en penser. Elle va cacher son message, voiler son message au travers de symboles. À nous d'aller trouver une vision, une compréhension de cette approche symbolique. Qu'est-ce qu'on fait en loge pour répondre à la question? Eh bien, ça peut être justement ce genre de choses. D'aller confronter nos regards sur un sujet donné avec celui des autres. C'est pas tant l'idée que si on parle à un moment donné d'une pierre et qu'on circonscrit tous autour de la table ce que l'on va imaginer autour de cette pierre, c'est pas tant ce qu'on va en sortir in fine que l'échange que l'on aura eu, que l'ouverture d'esprit que ça va amener. Encore une fois, j'ai une vision, j'ai une pensée, j'accueille nécessairement celle de l'autre. J'accueille nécessairement, c'est presque le deal. Mais du coup, ça me rend ouvert. Et cette démarche-là, eh bien, c'est peut-être bien celle-ci qui va nous permettre aussi de nous perfectionner. On parle d'alchimie, c'était la question initiale. On parle d'alchimie, se transformer soi-même. Eh bien, se transformer soi-même, c'est d'abord voir qui l'on est, voir ce que l'on pense, un peu comme un miroir. Les autres vont permettre aussi de me permettre de me rendre compte
de la vision que j'ai des choses, de leurs limites, et finalement d'être capable d'élargir ces limites, de me transformer.